Dans la nuit, l'aéroport international de Niamey a été la cible d'une attaque armée d'une rare intensité. Un site stratégique, au cœur de la capitale nigérienne, frappé en plein contexte de tensions sécuritaires et politiques. Que révèle réellement cette attaque? S'agit-il d'un simple assaut terroriste ou du signe d'une menace plus profonde contre la stabilité du Niger et du Sahel? Entre revendications, accusations internationales et enjeux géopolitiques majeurs, cet événement pose de lourdes questions. Dans cette vidéo, on décrypte les faits, les acteurs impliqués et ce que cette attaque dit vraiment de la situation au Niger aujourd'hui. Un attentat qui, heureusement, n'a pas duré plus de 30 minutes, même si les dégâts sont importants. L'armée nigérienne, aidée par les partenaires russes, ont réussi quand même à repousser rapidement cette attaque. On a vu le président Abdraman Tiani se porter sur les lieux et nous avons vu également, et vous l'avez rappelé dans son interview, il a eu à indexer clairement certains de ses homologues dans la région. Mais pour l'instant, l'attaque, elle n'a pas été revendiquée. Même si les dégâts sont, je le disais, considérables, parce que au niveau ami, c'est-à-dire il y a deux militaires russes qui sont blessés, et 2 militaires nigériens qui sont également blessés. Mais du côté des assaillants, il y a au moins une vingtaine qui sont tués, et à peu près 11 qui sont arrêtés, et qui sont aujourd'hui dans les mains de l'armée nigérienne. Et les dégâts, il y a des munitions, il y a des munitions qui sont brûlées, consumées. Il y a des dégâts sur des bâtiments. Il y a on a assisté également à la dégradation ou des dommages sur des appareils volants, c'est-à-dire des avions. Et 2 avions de Aska sont touchés. Et vous avez vu aussi le communiqué, je crois, de Air Côte d'Ivoire, qui parle également d'un avion endommagé. D'après les premières observations, plusieurs sources proches de l'enquête et même du dossier disent qu'en réalité, les djihadistes connaissaient très bien l'aéroport, puisqu'ils sont venus avec un plan bien détaillé, et que c'est des gens qui connaissent très bien, qui savaient très bien où ils allaient et ce qu'ils voulaient faire. Alors ces assaillants, désignés comme des mercenaires, ne l'ont pas été par le fruit d'un hasard, parce que selon les premières informations réunies, le Niger parle d'individus qui appartiendraient à la Légion étrangère française. Donc il y a cet indice-là qu'il faut prendre en compte. Il y a aussi que, je l'ai dit, les individus savaient très bien, ils avaient un plan détaillé donc de l'aéroport et savaient ce qu'il faut effectivement frapper. Donc en présence, il faut dire que l'aéroport de Niamey quand même actuellement sont stockés là-bas quand même du yellow cake. On a environ 1000 tonnes de yellow cake qui sont bien protégés, mais dans des conteneurs et évidemment sur des camions. Non loin de l'aéroport, en tout cas, en venant de Dosso, vous avez quand même les cuivres réservoirs de la Sonidep qui contient du pétrole. Donc c'est pour vous dire que c'est quand même tout de même une zone très sensible. L'objectif recherché principalement par les assaillants ici, c'est de pouvoir détruire les drones de l'armée de l'air. Parce que aujourd'hui, si les pays de l'AES connaissent un succès ou génèrent des résultats de l'impact positif en matière de la lutte antiterroriste, c'est grâce notamment aux drones. Donc l'objectif, en tout cas apparemment, de ces assaillants est de détruire la base des drones. Parce qu'aujourd'hui, infliger un coup dur à l'armée et réduire ses capacités opérationnelles. Je pense essentiellement que c'est ça. Et puis évidemment, tout en détruisant ces aéronefs, ces drones, s'ils arrivent à toucher justement et à faire exploser des conteneurs de l'uranium, du yellow cake, vous voyez un peu l'uranium qui est, voilà, la radioactivité qui pourrait en découler. Donc je pense qu'il faut féliciter les forces nigériennes avec leurs partenaires russes qui ont pu promptement réagir. Et notons que les assaillants sont venus à moto, ce qui est une marque de fabrique ou un mode opératoire des groupes djihadistes et terroristes qui circulent dans la zone, notamment le Jenim. Le Jenim qui est, si vous voulez, une filiale de Al-Qaïda au Maghreb. Voilà. Et puis vous avez également l'ISGS également. Mais si on regarde le mode opératoire, parce qu'ils sont venus à moto, ensuite, ils ont éteint les phares et que l'attaque n'a duré que quelques 20 ou 30 minutes. Quand vous regardez ce mode opératoire, il ressemble beaucoup. Et on retrouve d'ailleurs ce mode opératoire au sein des 2 groupes, que ce soit le GENIM ou le ISGS. Mais il faut remarquer que ces derniers temps, le GENIM a beaucoup fait parler de lui, que ce soit dans les attaques qu'on a pu observer au Bénin, au Burkina et au Mali. Donc effectivement, et puis de l'autre côté, c'est le GENIM qui a fait la revendication. Ici, il n'y a pas encore de revendication. On verra surgir donc des indices ou des faits, en tout cas dans l'enquête, qui montrent qu'effectivement c'est soit le GENIM ou autre organisation. Mais dans l'un ou l'autre des cas, c'est un attentat terroriste qui a été perpétré sur une infrastructure aéroportuaire qui est quand même aujourd'hui une infrastructure très importante pour le Niger. Le Niger étant un pays sahélien, et vous savez que la frontière entre le Bénin et le Niger est fermée. Et donc aujourd'hui, c'est l'aéroport international du Amani qui dessert beaucoup le Niger. Donc si les djihadistes arrivent à rendre non opérationnel cet aéroport, vous voyez que c'est un handicap sérieux pour le Niger. Donc je pense que l'objectif des djihadistes aussi, c'est de montrer qu'ils arrivent quand même à venir donc à Niamey et à pouvoir faire des frappes. C'est pour évidemment
afficher une image, si vous voulez, des gens qui n'arrivent pas suffisamment à sécuriser le pays et par rapport donc au gouvernement nigérien. Mais c'est tout faux. Vous avez vu que effectivement l'armée a été prompte dans sa réaction, aidée par les Russes et même la population. Vous avez vu quelle a été la réaction de la population, en tout cas de la capitale. Les gens sont sortis, les gens ont investi la ville, les carrefours, pour apporter leur soutien aux autorités, mais surtout aux militaires qui sont au front. Le général Abdrahmane Tiani a accusé ouvertement les présidents français, béninois et ivoiriens. Et sur quels éléments ces accusations peuvent-elles s'appuyer? C'est vrai que pour le général Abdrahmane Tiani, ce n'est pas du tout la première fois qu'il indesse ses homologues du Bénin, de la Côte d'Ivoire, de la France. Mais cette fois-ci, il a dit quand même avec une certaine conviction. Et c'est ça qui, évidemment, inquiète. Pour l'instant, au niveau des autres pays, je ne pense pas qu'on ait enregistré une réaction, en tout cas du moins ça pour l'instant. Mais ce qu'il faut aussi voir, c'est que c'est vrai que le général Tiani a son style à lui, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne passe pas par quatre chemins pour dire ce qu'il pense et il est vraiment tout droit. Et ça c'est un style auquel nous ne sommes pas du tout habitués dans la région. Et il n'y a pas que le général Abdrahmane Tiani, c'est toute l'AES qui a régulièrement pointé du doigt, justement, non seulement la France, mais aussi certains présidents dans la région qui entretiennent d'excellentes relations avec la France. Donc je pense que c'est encore une nouvelle étape qui est décrochée dans les accusations mutuelles et par l'incapacité, mais l'absence de coopération en cette matière. C'est vrai que c'est déplorable. Et qu'il vous souvienne que le 7 décembre dernier, il y a eu une tentative de coup d'État manqué au Bénin. C'est vrai, à l'époque, après l'attentat, après le putsch manqué, les autorités béninoises ont affirmé que le coup serait préparé et venu donc de certaines autorités civiles et militaires dans le voisinage, sans toutefois nommer directement de qui il est question, de quel chef d'État il s'agissait. Mais certains médias proches du pouvoir béninois ont indexé clairement le Niger, ont indexé le général Tiani. Bon, donc en réalité, nous sommes dans une situation où à chaque fois, des dirigeants qui sont censés coopérer ne font que s'accuser mutuellement, totalement au mépris de la lutte d'une nation, des actions coordonnées de synergie d'action entre les pays. En tout cas, il y a des personnes qui n'ont pas intérêt que les Africains coopèrent entre eux. Et ça m'a tout l'air, puisque aujourd'hui, on est à un stade où vraiment, entre le Bénin et le Niger, le torchon brûle, et depuis plusieurs années, et que, terriblement, ce problème n'arrive pas à trouver de solution, et que la frontière du Bénin, la frontière de Gaïa, entre le Bénin et le Niger, est restée fermée, ce qui creuse la pauvreté et qui alimente, parce que vous savez que la pauvreté est aussi, quelque part, un terreau fertile pour les recruteurs de terroristes. Donc, on dirait vraiment qu'il y a des gens qui ont intérêt à ce que les pays de l'AES et le Bénin ne s'entendent pas. Bon, maintenant, est-ce que les présidents, à un moment donné, ne vont pas se voir pour transcender cette crise presque inutile qui est perdue et pour pouvoir véritablement travailler pour la sécurité de la sécurisation de la région? Est-ce que ce n'est pas là l'intérêt des Africains? L'attaque de Niamey, que révèlent justement ces événements concrètement, selon vous, tant sur la situation même sécuritaire au Niger? Non, la situation sécuritaire, la situation sécuritaire, ça veut dire tout simplement que le Niger doit renforcer sa sécurité davantage et que la pression est en train aussi de monter sérieusement sur le dispositif sécuritaire, pas seulement du Niger, mais aussi des pays de l'AES. N'oubliez pas qu'en décembre dernier, lors du sommet, et si vous voulez de la conférence des chefs d'État de l'AES, il y a eu des décisions importantes qui sont prises. Donc l'AES a retrouvé une souveraineté surtout sur ses matières premières. Et puis évidemment, ceux qui en profitaient aujourd'hui n'arrivent plus à profiter de ça et ça fait mal. Donc, et puis il n'est pas erroné de penser qu'effectivement, la France ne se retrouve plus du tout en matière de ressources minières dans le Sahel. Est-ce que ce n'est pas tout ceci qui amène à accentuer la pression sécuritaire sur les pays de l'AES? Je pense que cette question, et tout le monde la comprend, tout le monde comprend les enjeux. La stratégie commune de lutte contre le terrorisme, plus généralement étendue à la région. Parce qu'il y a plusieurs pays frontaliers, enfin vous prenez, oui, le Bénin et le Niger et le Burkina ne coopèrent pas. Or, on devrait sentir à ce niveau-là une synergie d'action pour limiter le mouvement des djihadistes et pouvoir les étouffer. Bon, en l'absence de cette coopération et même d'échange de renseignements, c'est un manque à gagner pour l'impact que pouvait générer donc la lutte antiterroriste. Ça, c'est clair. Bon, maintenant, en ce qui concerne l'AES, ce n'est pas que les armées de l'AES ne sont pas à la hauteur de la mission. Bien au contraire, elles arrivent à générer des résultats. Mais vous savez qu'au fur et à mesure qu'ils avancent, ces pays de l'AES et leurs armées, la pression s'accentue. Et elle n'est pas que sécuritaire, elle est également économique. Donc, et de ce point de vue-là, les armées et les populations sahéliennes ont très bien compris les enjeux qu'il n'y a pas de liberté sans sacrifice.